Je vais aborder, quant à moi, la question des sanctions du travailleur, parce que vous me direz, effectivement, il va de soi, j'ai déjà mis en place une politique de neutralité qui est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais s'il y a bien quelque chose que mes travailleurs savent, c'est que les règles sont là pour être contournées. Alors, comment faire mieux que de partir d'un exemple? Je vous propose d'endosser le rôle d'un directeur d'ASBL prosélyte, qui a pour vocation de favoriser la religion catholique et finalement de ramener toutes ces brebis égarées sur le droit chemin en leur proposant de rejoindre ses rangs. C'est une ASBL qui a 2 travailleurs, Odette, qui est la secrétaire comptable, qui travaille dans un bureau, qui ne voit presque pas la lumière du jour, et Louis, qui lui est véritablement le pilier de l'ASBL, puisque c'est Louis qui finalement va sur le terrain discuter avec les gens, qui publie les brochures, qui fait des conférences, etc. Et donc, Louis, votre plus ancien travailleur et le pilier de votre ASBL, part pour quelques mois suite à une incapacité de travail. Et vous êtes tout content de revenir aujourd'hui au boulot parce que précisément, c'est ce matin que Louis reprenait le travail. Et pas de chance, vous retrouvez Louis en pleine conversation téléphonique à l'accueil de l'ASBL en grande discussion sur la bar mitzvah qu'il organise dimanche prochain. Premier réflexe, regardez votre montre, on n'est pas le 1er avril, pas de chance, c'est pas un gag. Deuxième réflexe, appelez votre avocat pour savoir éventuellement ce que vous pouvez faire face à Louis qui manifestement n'a pas du tout l'intention de changer de tenue vestimentaire et qui a bien l'intention de pouvoir, puisque c'est son droit le plus strict, la Cour européenne l'a dit, pouvoir manifester ses convictions religieuses. Alors vous me direz, Louis, c'est quand même le travailleur le plus ancien de l'entreprise, il a un apport indéniable dans l'entreprise. Le licencié, ça me paraît un peu exagéré. Est-ce que je peux éventuellement mettre en place un système de sanctions disciplinaires qui aurait à tout le moins pour but de lui faire retrouver la raison à ce pauvre Louis qui manifestement s'est égaré et est allé un petit peu loin par rapport aux objectifs premiers de votre ASBL qui sont de promouvoir la religion catholique? Pourquoi pas? La sanction disciplinaire est un outil qui peut être utilisé, mais qui est un outil particulièrement compliqué. Pourquoi? Parce qu'avant même que Louis ne soit revenu au travail, vous devez avoir anticipé la situation. Vous devez avoir un règlement de travail qui prévoit tous les manquements qui peuvent donner lieu à sanction et les sanctions qui peuvent être infligées. Alors, le législateur, évidemment, a bien conscience que vous ne pouvez pas prévoir l'ensemble des manquements qui pourraient donner lieu à une sanction, et le législateur vous oblige véritablement à stipuler dans votre règlement de travail, en tout cas, les manquements qui pourraient donner lieu à une sanction financière. En revanche, toutes les sanctions que vous pourriez être amené à infliger à votre travailleur doivent être mentionnées dans votre règlement de travail. Qu'il s'agisse des sanctions morales, on parle des avertissements, des blâmes, etc., ou de sanctions qui ont un impact beaucoup plus important, telles que les sanctions financières. Sachant que les sanctions financières ont un impact tellement important que le règlement de travail doit les prévoir en les limitant à 1/5 de la rémunération journalière du travailleur et que ces sanctions financières, si elles sont appliquées, ne peuvent pas servir à remplir les poches de l'entreprise pour n'importe quel motif. En d'autres termes, vos sanctions financières, si vous les appliquez, vous devez en réalité prévoir un pot commun pour vos travailleurs et affecter ces sanctions financières à un but légitime dans l'entreprise. Par exemple, rénover la cafétéria, organiser une fête pour les travailleurs, etc. Donc, vous êtes déjà limité, dans le cadre de votre règlement de travail, sur non seulement les sanctions que vous pouvez appliquer, mais la manière dont vous pouvez les appliquer. Deuxième chose, n'oubliez pas votre règlement de travail. Ce n'est pas tout de l'avoir écrit et qu'il soit dans votre bureau dans un coin, encore faut-il qu'il soit opposable aux travailleurs. Donc, comme le prévoit la CCT sur l'arrivée au travail des travailleurs, vous devez avoir remis un règlement de travail à votre travailleur et vous devez faire en sorte qu'il soit opposable, notamment en l'affichant dans un lieu qui soit suffisamment accessible pour les travailleurs et qui en plus contient toutes les modifications éventuelles de votre règlement de travail. Donc, préalable obligé, avoir un règlement de travail qui prévoit déjà votre charte de neutralité, en plus de ça, les sanctions éventuelles. Deuxièmement, avoir fait en sorte que votre règlement de travail soit opposable aux travailleurs. Alors vous me direz, mais ne vous inquiétez pas, maître, on s'était vu il y a 6 mois justement pour mettre en place ma politique de neutralité dans l'entreprise. On en avait profité pour revoir le règlement de travail sur ce point-là. Donc à ce niveau-là, je suis à jour. Deuxième étape et deuxième difficulté, les sanctions disciplinaires sont soumises à des procédures qui sont particulièrement strictes. Principale pierre d'achoppement, c'est que vous devez notifier votre sanction disciplinaire le jour ouvrable qui suit la prise de connaissance du manquement. On dirait que c'était déjà compliqué avec le motif grave où on avait seulement 3 jours. Là, j'ai 1 jour ouvrable pour le faire, ça devient particulièrement difficile. Effectivement,
Petite nuance néanmoins, c'est que vous avez les principes qui sont applicables en matière de motifs graves sont applicables ici aussi en matière de sanctions disciplinaires. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de différer la notification de la sanction disciplinaire jusqu'au jour où vous avez une connaissance certaine et suffisante des faits. Donc, vous avez la possibilité, voire même dans certains cas l'obligation d'entendre votre travailleur pour savoir si effectivement c'est bien son intention de continuer à porter le voile ou à porter la kippa ou autre, de voir effectivement quelles sont ses intentions. Et une fois que vous êtes au courant de manière concrète et certaine de la situation et des manquements qui auraient été commis, seulement de notifier la sanction. Deuxième chose, n'oubliez pas, vous devez toujours inscrire les sanctions disciplinaires dans le registre des sanctions disciplinaires dans lequel vous devez mentionner les sanctions, les motifs et éventuellement le nom du travailleur et la date à laquelle vous avez infligé ces sanctions. Troisième difficulté par rapport aux sanctions disciplinaires, c'est les possibilités de recours du travailleur. Le travailleur a le droit à 2 recours. Un recours en interne que vous êtes obligé de mettre en place dans le cadre de la loi sur le règlement de travail. Deuxièmement, un recours externe, puisque ce n'est pas parce que vous avez mis en place un recours interne dans l'entreprise que le travailleur n'a pas le droit éventuellement de contester ses décisions devant le juge. Donc, sur le plan des sanctions disciplinaires, tout sera une question de cas d'espèce. Mais très honnêtement, dans la pratique, on constate que de moins en moins les employeurs finalement font recours à ces sanctions disciplinaires, parce que si vous devez appliquer une sanction disciplinaire qui est au maximum limitée à 1/5 de la rémunération journalière après avoir mis en place une procédure pareille, très honnêtement, le ratio coût-bénéfice n'est pas suffisant pour que ces sanctions aient un véritable impact. Alors vous me direz, mais c'est fort bien, mais moi, en attendant, Louis reste à l'accueil, ça me pose un véritable problème au regard de l'image que mon entreprise est supposée donner. Est-ce qu'une solution ne pourrait pas être finalement d'intervertir les rôles, de mettre Louis à la place d'Odette et Odette à la place de Louis? Odette ne porte pas la kippa ni quoi que ce soit, au moins elle aura à tout le moins une image neutre vis-à-vis de l'entreprise. Je vous rappelle par rapport à tout cela que la fonction de votre travailleur reste un élément essentiel du contrat de travail. Donc en principe, elle ne peut pas être modifiée si ce n'est de commun accord. Vous ne pouvez pas modifier unilatéralement et définitivement la fonction de votre travailleur, fût-ce pour préserver l'image de votre entreprise. Donc vous vous heurtez très clairement à finalement un risque d'invocation par votre travailleur de l'acte équivalent à rupture, qui consiste schématiquement à dire vous ne voulez plus respecter le contrat initial puisque vous ne respectez plus la fonction qui m'a été octroyée, je considère donc que vous mettez tacitement fin à mon contrat, ce qui évidemment peut vous coûter très cher puisque par nature vous n'avez pas respecté les règles de notification des délais de préavis, etc. et que donc vous êtes tout bonnement condamné à une indemnité de rupture. Vous me direz, mais finalement, c'est moi le boss de l'entreprise. Je suis encore maître de ce que je veux faire. Est-ce que je ne peux pas infliger comme sanction cette modification unilatérale? La question ne serait plus de dire je modifie les fonctions pour une question d'organisation de l'entreprise, mais la sanction consiste dans le fait que je modifie unilatéralement la fonction de mon travailleur. Il y a 2 thèses qui s'opposent à ce sujet. La première, qui est une thèse qui se fonde sur la loi sur le contrat de travail et qui dit non, finalement, l'article 6 et l'article 25 de la loi sur le contrat de travail interdisent les clauses qui permettent à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat. Et donc, vous ne pouvez pas, dans votre règlement de travail, mettre une clause qui vous permet, à titre de sanction, de modifier la fonction de votre travailleur. Il y a une deuxième thèse qui est en train de voir le jour, qui consiste à dire que finalement, le règlement de travail, ce n'est pas un contrat. Effectivement, il y a des procédures de concertation qui se nouent dans l'entreprise pour établir ce règlement de travail, mais une fois qu'il est établi, votre nouveau travailleur arrive, il n'a absolument pas la possibilité de négocier les termes du contrat de travail. Et donc l'article 6 et l'article 25 de la loi sur le contrat de travail ne trouvent pas à s'appliquer au règlement de travail, ce qui vous permettrait, selon cette thèse qui est, il faut bien le dire, minoritaire, de prévoir à titre de sanction la modification unilatérale du contrat de travail. Mon opinion par rapport à tout ça, parce qu'il va bien falloir trancher à un moment ou à un autre, c'est que cette thèse de la nature réglementaire du règlement de travail est à mon sens très satisfaisante et qu'elle pourrait être utilisée. Malheureusement, la jurisprudence à l'heure actuelle considère d'une manière générale que la modification unilatérale, même si elle fait suite à une faute du travailleur, ou en tout cas au non-respect des dispositions en matière de neutralité dans l'entreprise, ne permet pas de modifier unilatéralement le contrat. Maintenant, il faut bien dire aussi que je pense que jamais en jurisprudence, la question s'est posée de cette modification à titre de sanction disciplinaire. La question s'est toujours posée en disant on a modifié la fonction, il avait d'abord commis une faute, mais on n'a pas respecté de procédure disciplinaire. Et je pense qu'il faudra à un moment ou à un autre faire un test case sur cette question en disant voilà, on
propose à un employeur finalement de mettre en place cette procédure disciplinaire, éventuellement d'entendre son travailleur, de notifier la modification unilatérale à titre de sanction préalablement contenue dans son règlement de travail et d'interroger la jurisprudence par rapport à tout cela, parce que très clairement, je pense qu'effectivement, les articles 6 et 25 ne peuvent pas s'appliquer aux clauses qui sont contenues dans le règlement de travail. Alors vous me direz, finalement, sinon je peux aussi le mettre à pied, je le renvoie chez lui, il réfléchit, et quand il a fini de réfléchir et qu'il revient finalement habillé de manière un peu plus neutre, il pourra réintégrer les locaux. De nouveau, controverse, est-ce que vous pouvez mettre en place ce type de sanctions alors que la loi sur le règlement de travail prévoit explicitement que vous devez limiter les sanctions financières à 1/5 de la rémunération journalière? Point d'interrogation. Je pense que c'est une question qui devra aussi être posée à la jurisprudence, qui, à mon sens, n'a pas encore été posée. Alors il y a toute une théorie qui, pour le moment, voit le jour par rapport à tout cela, qui est de dire, effectivement, la loi sur le règlement de travail limite la sanction à 1/5 de la rémunération journalière, mais ici, la sanction n'est pas la privation de rémunération, mais la privation de travail. Donc la limitation, finalement, la privation de rémunération n'est pas la sanction, c'est la conséquence de la sanction, et donc on pourrait éventuellement mettre à pied le travailleur sans rémunération. Je vous avoue que je trouve le raisonnement un peu tiré par les cheveux, et qu'à mon avis, en cas de litige sur ce point, les juridictions du travail, à mon avis, ne seraient pas tout à fait de l'avis de cette nouvelle thèse. Alors, on dirait, finalement, oui, mais quoi, Louis, c'est bien, je ne peux pas le déplacer de fonction, je ne peux pas le sanctionner, ou en tout cas très difficilement. Est-ce que je peux le licencier? Sachant que je suis une ASBL qui, par nature, a peu de revenus, que probablement que j'ai des contrats APE et autres, et que donc l'ONEB n'interviendra pas dans le financement de l'indemnité de rupture. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux licencier Louis pour motif grave? La jurisprudence, dans certains cas, considère qu'effectivement, le fait de ne pas se soumettre aux chartes de neutralité dans l'entreprise constitue une insubordination constitutive elle-même de faute grave dans l'entreprise. Une fois de plus, tout sera une question de cas d'espèce et tout sera une question de circonstances. Évidemment, vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir licencier votre travailleur pour motif grave si vous avez une charte de neutralité qui est très précise, qui se justifie par des objectifs particulièrement légitimes, ce qui est le cas dans une ASBL prosélyte, à mon avis, et qui, en plus de ça, et si en plus de ça, vous avez mis en demeure votre travailleur en lui disant, écoute, non, je te rappelle la charte de l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne, je te demande de modifier ton comportement et à défaut, je te licencierai pour motif grave. Donc tout sera encore une question de circonstances, mais prudence est le maître mot, et il y a un règlement de travail qui soit concret, une charte neutralité qui soit particulièrement précise, et n'oubliez pas de mettre votre travailleur en demeure. Sinon, il va de soi que vous avez toujours la possibilité de licencier moyennant indemnité votre travailleur, puisque c'est au final un droit discrétionnaire de l'employeur. On dirait, mais fort bien, licenciement, mais quid du licenciement abusif? Tout dépendra encore une fois de ce que vous avez fait en amont. Si votre charte neutralité est claire, qu'elle se justifie, que vous la mettez en œuvre de manière proportionnée, le licenciement abusif ne devrait pas être reconnu. Néanmoins, n'oubliez pas que vous avez toujours une obligation de motivation dans laquelle vous devrez particulièrement rester neutre et objectif, c'est ce que Pierre-Yves vous disait. Donc n'oubliez pas, dans le cadre de votre obligation de motivation, que ce soit sur le C4, que ce soit pour les institutions administratives, etc., de rester neutre par rapport à cela. Pourquoi est-ce que je me permets d'insister particulièrement sur cette motivation? Parce qu'on y sera bientôt tous, que tous les employeurs savent la sauce à laquelle ils vont être mangés, et que dans le cadre de la loi sur le statut unique, vous devrez désormais motiver les licenciements, ou en tout cas, dès que la CCT aura été prise à cet égard-là. Et donc, il faudra réfléchir votre manière de motiver le licenciement en lien avec la religion pour qu'il soit pour que ça se fasse de manière neutre et objective. Alors, voilà pour les moyens d'action que l'on peut imaginer. Évidemment, le temps nous est compté, donc je pense que le débat pourrait être particulièrement long. Je vous propose de clôturer ici et je vous remercie pour votre attention.